Bonsoir Bouba, l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, est notre invité ce soir. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Mamoudou. Vous venez nous parler de la visite d'État du président Macky Sall, visite de 5 jours en France à partir de dimanche. Mais avant cela, l'actualité politique en Gambie avec le président sortant Yaya Jammeh qui conteste finalement les résultats de l'élection du 1er décembre après avoir félicité le vainqueur, le président élu Adama Barrow. Quelle est la position de la France sur la situation en Gambie? D'abord, c'est un sujet extrêmement important. Je crois que tout le monde regarde ce qui se passe en Gambie. Ce serait une superbe victoire pour la démocratie de voir les urnes triompher et une transition enfin démocratique en Gambie. Il se trouve que Yaya Jammeh tient à se maintenir au pouvoir. Alors, Jammeh a dans un premier temps dit oui, maintenant il dit non. Il faut tout faire pour qu'ils comprennent qu'il faut passer le pouvoir, qu'il faut céder le pouvoir, qu'il faut arrêter d'encercler la commission électorale indépendante. Nous travaillons très étroitement sur ce sujet avec le Sénégal, que ce soit entre les ministres des Affaires étrangères français et sénégalais ou que ce soit entre les ambassadeurs de France et du Sénégal à New York. Nous avons discuté de ces sujets pour que le Conseil de sécurité soit extrêmement actif, condamne, fasse pression, lance des démarches, appuie les efforts de la CEDEAO. Une mission de chef d'État s'est rendue sur place mardi. Samedi, il y aura le sommet de la CEDEAO. Le cœur, ce sera la Gambie. Et à partir de là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre Jammeh de prendre les bonnes décisions pour lui et pour son pays. Pour vous, il doit quitter le pouvoir. Évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Le résultat des urnes est très clair. Et s'il refuse, comme c'est le cas aujourd'hui? Eh bien, il y a ce travail diplomatique, ce travail de pression, ce travail de démarche pour lui faire comprendre que c'est la seule option possible. Et si la diplomatie échouait? Il faut laisser le temps à la diplomatie. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la diplomatie. Et la diplomatie, ce sont des démarches, ce sont des pressions, ce ne sont pas simplement des mots. Et il y a le Conseil de sécurité qui est mobilisé. Aujourd'hui, c'est sous la présidence espagnole. Et nous allons continuer à travailler très étroitement avec nos amis sénégalais, nos amis européens, nos amis américains sur ce sujet. Et la CEDEAO est très active. Quand même, 4 chefs d'État se sont rendus à Banjul il y a quelques jours. Et je sais qu'ils sont extrêmement mobilisés pour faire en sorte que la Gambie ait cette transition démocratique, ce qui serait extraordinaire pour la Gambie, bien sûr, mais aussi pour le Sénégal, parce qu'on sait à quel point la Gambie, si elle devenait démocratique, pourrait jouer un rôle moteur, la construction du pont, désenclavement de la Casamance, fin des trafics, et donc c'est aussi beaucoup d'espérance. Peut-être de la crise casamançaise, définitivement. Crise casamançaise, mais je pense aussi au désenclavement de la Casamance, je pense aussi à tous ces trafics de bois, d'armes, de drogue qui sont alimentés. Dernière chose sur ce sujet, y a-t-il une limite à ce temps de la diplomatie, d'autant plus que le mandat du président Jammeh expire le 19 janvier officiellement et il dit qu'il introduit un recours auprès de la Cour suprême. Mais le président Jammeh a le droit de porter un recours juridique. La question, si on va dans le détail, c'est qu'aujourd'hui, la Cour suprême n'est pas composée de juges. Il se trouve que vous dites qu'il doit partir. Voilà. Et donc, effectivement, le 19 janvier, c'est ce que prévoit la Constitution gambienne, c'est ce que lui-même avait décidé et convenu, et c'est à lui d'écouter finalement son propre mouvement. Son mouvement initial était le bon. Le mouvement de dire, oui, effectivement, j'ai été défait aux élections, oui, je cède le pouvoir. Et donc, nous ne désespérons pas que, suite aux discussions qu'il a avec les différents chefs d'État de la CEDEAO, quand il voit que toute la communauté internationale, aucun pays n'exprime une voix différente. Toute la communauté internationale lui dit qu'il faut tenir compte du résultat des élections. Donc je pense que nous avons des bonnes chances d'aboutir et il faut y travailler avec acharnement. C'est ce que nous faisons, encore une fois, avec nos amis sénégalais. Ceux qui comparent cette situation en Gambie à celle de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo ont-ils raison ou tort? Moi, je ne fais pas de comparaison. Je ne fais pas de comparaison. On est en 2016, on va arriver en début 2017. La démocratie a beaucoup progressé sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est sans doute la région d'Afrique la plus exemplaire en termes démocratiques. L'exemple sénégalais, d'une certaine manière, est aujourd'hui largement partagé. Il faut que la Gambie complète ce tableau. Parlons du Sénégal, la visite d'État de son président Macky Sall en France. Quelle signification peut-on lui donner? Ça va être d'abord tout simplement une visite historique. Il ne faut pas avoir peur des mots. La dernière visite d'État
d'un président sénégalais à Paris, c'est 1992, le président Abdou Diouf. Pourquoi Wade n'a pas eu droit à cette visite d'État? Ce n'est pas une question de personne. Oui, parce que vous parlez d'Abdou Diouf, vous avez souhaité Abdoulaye Wade. Parce que, effectivement, depuis 24 ans, il n'y a pas eu de visite d'État. Pourquoi? Et on a souhaité aujourd'hui faire cette visite d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a, je pense, tant à faire. Et il y a aussi l'occasion, parce que c'est une relation qui est tellement étroite entre la France et le Sénégal, on voulait en quelque sorte la commémorer, marquer l'événement, fêter cet événement, fêter cette relation, et puis aussi regarder tous les projets qui sont en cours ou qui sont là pour demain, pour avancer. Pourquoi avec Wade, ce n'était pas possible? Ça aurait été possible avec Wade. Pourquoi? Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Parce que Wade était indésirable? Absolument pas. Je crois qu'on a eu des relations qui étaient fortes du temps du président Wade. Donc je n'imposerai pas les uns par rapport aux autres. C'est la France qui invite, n'est-ce pas? C'est la France qui invite, bien sûr. Mais je pense que là, aujourd'hui, les conditions sont parfaitement réunies pour faire le point sur notre relation. Elle n'était pas sous Wade. Mais le président Wade est venu très souvent en France. Et comme vous le savez, non seulement il est venu très souvent en France, mais où habite aujourd'hui le président Wade? À Versailles. Voilà, je crois que Versailles est en France. Oui. Voilà. Et quels sont les axes de coopération qui seront discutés lors de cette visite du président Macky Sall? Il y a beaucoup d'axes. Il y a la culture. Puisqu'il va y avoir un accord entre le musée du Quai Branly, le musée des Arts Premiers, et le musée des Civilisations Noires. Je pense que c'est très important aussi d'avoir une dimension culturelle dans une relation. J'étais à l'enterrement d'Ousmane Sow, et Ousmane Sow, ce génial sculpteur, incarnait parfaitement la relation entre nos deux pays. Il avait beaucoup séjourné en France, et c'était un authentique artiste sénégalais. Il y aura aussi évidemment de l'éducation, parce qu'il faut miser sur la jeunesse, sur l'avenir du Sénégal. L'éducation, c'est un accord avec la Caisse, avec le Conservatoire national des arts et métiers, donc former des ingénieurs, former des techniciens. On va aussi évidemment former des ingénieurs et techniciens dans le secteur du pétrole. Il y aura une visite à l'Institut français des pétroles. Ah oui, le pétrole, qui intéresse la France, et le gaz aussi. Qui intéresse d'abord le Sénégal. Oui, dans les deux sens. Ce sont des ressources sénégalaises. Oui. Le président Macky Sall a dit qu'il souhaitait monter un institut sénégalais des pétroles. Il se trouve que sur la planète, il y a quelques institutions qui ont de grandes compétences dans ce domaine, et l'Institut français des pétroles en est une. Donc il s'agit de faire de la formation pour que demain, non seulement vous puissiez bénéficier de ces gisements en gaz et en pétrole, mais vous puissiez aussi avoir une part locale importante, qu'il y ait aussi des ingénieurs et des techniciens sénégalais, que vous puissiez pleinement exploiter cette richesse. Et puis, il y aura aussi évidemment un volet, je dirais, infrastructure. Il y a le volet TER, puisque le président de la République sénégalais aura l'occasion d'aller à Strasbourg, voir l'usine Alstom. Oui. Vous aurez qui va construire le TER. Mais procédons par étapes sur le pétrole. Est-ce que la France est intéressée par le pétrole et le gaz sénégalais? Mais tout le monde est intéressé pour aider le Sénégal à mettre pas seulement aider, mais vous avez des intérêts économiques aussi à défendre. Ce sont toujours des partenariats, vous savez. Ce sont des partenariats dans ce domaine-là. Et il y a une expérience, il y a une expertise française dans ce secteur, si vous regardez les grandes majors dans ce domaine. Voilà. Total. Après, ce sont leurs décisions, c'est à Total d'en décider. En revanche, l'Institut français des pétroles, c'est un organe qui fait de la formation, qui apporte de l'expertise, donc on est dans un registre différent. Un débat sur la transparence sur le pétrole, cela vous laisse indifférent au Sénégal? Non, rien ne nous laisse indifférent au Sénégal. Nous lisons la presse, j'ai des entretiens avec les uns et avec les autres. L'opposition, vous l'avez rencontrée? Bien sûr, j'ai rencontré plusieurs membres de l'opposition et j'ai entendu ce qu'ils disaient sur ce sujet. Nous sommes confiants. Nous avons eu aussi de longues discussions sur ce sujet avec les autorités sénégalaises et je pense qu'il n'y a pas de raison d'aller plus loin sur ce sujet. Ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que me semble-t-il, pour le Sénégal, l'enjeu, c'est de savoir comment vous allez utiliser cette ressource. Est-ce qu'elle va être utilisée pour la consommation intérieure ou pour l'exportation? Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous allez gagner? Est-ce que vous allez l'utiliser pour l'investissement ou pour la consommation? Est-ce que vous allez le mettre dans un cadre budgétaire spécifique ou au contraire dans l'ensemble du budget? Donc toutes ces questions, il faut à mon avis y réfléchir. Il y a encore un petit peu de temps, mais c'est important de bien planifier. Parce que le pétrole, vous savez, ça peut être un bien et ça peut être aussi un mal. D'où l'importance de la transparence. Il y a un certain nombre de pays
qui finalement n'ont pas su tirer le maximum de cette richesse, ce qu'on appelle la maladie néerlandaise. D'où l'importance de la transparence. La transparence est un élément, la planification est un élément, la formation est un élément. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut pouvoir maîtriser pour bien contrôler cette richesse. Le TER, train express régional qui sera construit par Alstom, 568 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais. Pouvons-nous avoir une idée du montage financier de ce projet ? Alors c'est très simple, ça a été exposé lors de l'ouverture de la première pierre. Donc vous avez des prêts qui sont des prêts concessionnels, donc avec des taux d'intérêt très réduits et avec des maturités, c'est-à-dire des durées de prêts très longues, qui sont proposées par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement et le Trésor français. Voilà les 4 prêteurs, bailleurs, qui prêtent ces fonds au Sénégal. Pourquoi on les prête ? Parce qu'on pense, chacun d'entre nous, que c'est un enjeu essentiel pour révolutionner Dakar, le Grand Dakar, les transports, changer complètement les habitudes. Et la France va contribuer à hauteur de combien ? Elle va contribuer à hauteur de 200 millions d'euros pour l'ensemble de ce projet, aux côtés de la BAD et de la BID. Alors, cette visite du numéro 1 sénégalais est qualifiée de visite d'État au rabais, vu le contexte politique en France, marqué par le départ du président Hollande dans 5 mois, la démission de son Premier ministre Valls remplacé par Cazeneuve. C'est une visite d'État au rabais ? Absolument pas. C'est la première fois que j'entends cette formule. C'est une visite d'État historique. Le président François Hollande est président de la République jusqu'au mois de mai prochain. Il exerce pleinement ses fonctions. Nous avons un Premier ministre qui s'appelle Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, comme Manuel Valls, est un ami du Sénégal. Où était Bernard Cazeneuve au mois d'octobre ? Où était-il ? Eh bien, il était au Sénégal, comme Manuel Valls était ici en septembre. Donc, comme Le Drian de la Défense, comme Jean-Yves Le Ayrault Drian, des Affaires comme Jean-Marc étrangères. Ayrault. Qu'est-ce qui fait courir la France au Sénégal ? Voilà. Figurez-vous, ça a l'air de vous surprendre, mais les Français aiment le Sénégal. Les ministres français aiment le Sénégal parce qu'ici, il y a énormément de potentiel. Il y a une histoire, bien sûr, mais il y a des tas de projets aussi qu'on peut monter ensemble. Prenez par exemple Jean-Yves Le Drian et Monsieur Bernard Cazeneuve. Ils sont venus ici pour parler de sécurité. Il y a une coopération très étroite avec les militaires, les gendarmes, les policiers sénégalais. Prenez par exemple Stéphane Le Foll. Il est venu ici parler d'agriculture pour développer la recherche entre chercheurs français et chercheurs sénégalais, entre l'ISRA et le CIRAD. Et ça marche bien, et ça marche depuis des années. Et donc on investit sur ces sujets. Jean-Marc Ayrault, lui, est venu parler de la diplomatie sénégalaise, venu parler des crises africaines, comment est-ce qu'on peut les régler ensemble, venu parler aussi de la présidence du Conseil de sécurité que le Sénégal a exercé au mois de novembre. Donc voilà autant de sujets très variés que nous avons eu à traiter. Mais on pourrait parler de l'école aussi. Quand Manuel Valls est venu, il est venu voir une école franco-sénégalaise, qui est une école publique, mais qui bénéficie du soutien de la France. Parce que l'éducation, me semble-t-il, c'est essentiel pour accompagner l'émergence. L'émergence, ce n'est pas seulement des infrastructures, ce n'est pas seulement du développement agricole. Il faut aussi miser sur les écoles et les lycées. Par exemple, l'Agence française de développement, elle ne fait pas que financer le TER, elle finance la construction de collèges et de lycées dans le Grand Dakar, comme elle finance des périmètres agricoles du côté d'Ourossogui. Sur la question djihadiste, c'est beaucoup de projets, vous voyez. Sur la question djihadiste, le président Hollande reconnaît que le point noir de son mandat, c'est la déchéance de nationalité. Vous en dites quoi en tant qu'ambassadeur ? Moi, je n'en dis rien en tant qu'ambassadeur. Ouais. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un débat en France sur ce sujet. Un débat d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche. C'est une question qu'on pourrait considérer une question de conscience. Et donc, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des discussions. Et clairement, l'intention du président de la République n'a pas forcément reçu l'écho qu'il attendait dans l'opinion publique. Maintenant, quel était l'enjeu ? L'enjeu, c'était de lutter contre le terrorisme. Et cet enjeu-là, il est toujours devant nous, et c'est un enjeu qui est commun entre la France et le Sénégal. Il y a la question de la binationalité. Il se trouve que parmi les djihadistes présumés emprisonnés aujourd'hui au Sénégal, il y en a qui sont aussi de nationalité française, même temps qu'ils sont des Sénégalais. C'est vrai. Oui, certains disent qu'il y a des abus, qu'ils sont injustement emprisonnés. Moi, je ne vais pas me mêler des affaires de la justice sénégalaise. Vous êtes un pays démocratique, vous avez une justice indépendante et je respecte ces décisions. Ce qui est important, c'est que les deux justices travaillent très bien ensemble.
Moi, je vois très souvent le ministre de la Justice. Il y a souvent des missions qui viennent de France pour former des juges et des magistrats sénégalais. Ça marche très bien. Et on va continuer dans ce sens. Il y a un magistrat qui est un magistrat de liaison qui est là pour faire en sorte que les dossiers, les demandes sénégalaises comme les demandes françaises soient bien traitées. Et c'est pour l'instant le cas. Dans le respect des droits des présumés djihadistes. Dans le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme appartiennent à tout le monde. Ils ne sont pas réservés à certains et pas à d'autres. Mais au-delà, il faut aussi avoir une très bonne coopération. Une coopération de justice, mais police, renseignement. C'est comme ça, c'est ensemble. Newfar, comme on dit en Wolof, c'est ensemble qu'on peut travailler pour lutter contre le terrorisme. Il faut partager les informations. Sinon, tout seul, on n'y arrive pas. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Le lien entre le Sénégal et une partie de l'Afrique francophone, c'est le franc CFA. Selon une information venue d'Allemagne, les pays francophones membres du franc CFA contribuaient à hauteur de 500 milliards d'euros au trésor français. Certains disent qu'il faut couper le lien ombilical. Alors, d'abord, cette information est inexacte. Mais sur le fond, il y a effectivement, de temps en temps, un débat sur l'avenir du franc CFA de la zone franc. La plupart des économistes, peut-être je dirais 80% des économistes, disent que le franc CFA est une bénédiction pour ceux qui en font partie, parce qu'ils apportent quoi? De la stabilité, ils apportent une très faible inflation, et puis ils favorisent aussi la cohérence régionale. D'autres disent qu'il doit disparaître. Non, moi je dis 80%. 80% des économistes disent que c'est une très bonne chose pour ces économies. Si vous regardez d'ailleurs les résultats des économies de l'Afrique de l'Ouest, ces résultats sont beaucoup plus positifs que le reste de l'Afrique. Maintenant, au fond, le franc CFA appartient aux Africains. La France n'est qu'en position minoritaire. Donc si les pays africains ont des propositions, des suggestions, veulent faire mouvement sur ce sujet, c'est un sujet qui leur appartient pleinement. Moi, j'écoute ce que disent les économistes, mais au final, la décision, elle est politique. Les économistes disent que c'est une bonne chose. Si les politiques, pour d'autres raisons, considèrent qu'il faut faire évoluer cette zone, qu'il faut faire évoluer cet instrument, c'est une question qui leur appartient pleinement. La France les aidera, quelle que soit leur décision. Et le président Sall va rentrer de la France, de cette visite, les poches pleines? Il ne va pas rentrer les poches pleines, il va rentrer avec beaucoup d'avenir, de potentiel, de partenariats conclus entre la France et le Sénégal. J'en ai mentionné quelques-uns dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'économie, parce que, comme vous le savez, nous sommes ou en tout cas l'un des premiers partenaires du Sénégal pour ce qui est l'aide, mais aussi pour ce qui est de l'investissement. 75% des investissements étrangers réalisés au Sénégal sont le fait d'entreprises françaises. C'est aussi très important. Et ces entreprises françaises, au passage, sont souvent des entreprises franco-sénégalaises. Elles paient leurs impôts au Sénégal, leurs employés sont sénégalais et leurs patrons sont aussi souvent franco-sénégalais. Donc c'est ça aussi une contribution importante. Et de tout cela, on va pouvoir discuter avec le président Macky Sall pendant cette visite qui va durer 5 jours et qui, je pense, va marquer les esprits. Merci. Merci beaucoup. Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal. Merci de m'avoir reçu. C'était l'invité du 20h. Bouba, c'est fini ce soir. Merci. Excellente soirée, excellent week-end.